Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 29e épisode de Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Laurent, est-ce que t'es chaud en ce lundi matin à 6h30 ? Oui, bonjour à tous, je vous espère tous en pleine forme. Sur la route de la prochaine intervention ou la prochaine gestion d'équipe pour les directeurs. Aujourd'hui, on va parler d'un rapport de force, un rapport de force que nous sommes sûrs vous avez connu ou vous êtes en train de subir. C'est le rapport de force service après-vente entre le constructeur et le distributeur, ou entre le distributeur et le loueur, ou d'ailleurs, en fait, de quel rapport de force on va parler très exactement ? Soyons précis, Laurent. Oui, en fait, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs rapports de force. Mais très souvent, quand on est en position de distributeur ou de loueur, on représente différentes marques. Alors, parfois, c'est monomarque, mais en tout cas, on représente une ou plusieurs marques et le rapport de force est rarement équilibré. Quand un constructeur nous choisit en tant que distributeur ou loueur, ou inversement qu'on le choisit, forcément, le constructeur a quand même pas mal de poids, puisque c'est lui qui fournit les équipements, les produits, la technologie, les pièces. Donc, il fournit aussi son image de marque, c'est-à-dire qu'il est plus ou moins attractif selon qu'il est connu ou qu'il n'est pas connu. Okay, donc, le rapport de force va être plus ou moins fort. La difficulté des rapports de force, c'est que d'abord, historiquement, ça s'est toujours construit comme ça, c'est-à-dire que c'est un fabricant qui choisit un réseau de distribution ou un distributeur ou un loueur ou quelqu'un qui fait les deux, qui choisit telle ou telle marque. Mais c'est souvent, voilà, il y a à un moment donné une rencontre et il y a un contrat qui est très axé sur la vente. Très axé sur la vente. Okay, on s'engage en tant que distributeur à vendre tant de volume de tel et tel modèle, tant de volume de tel et tel modèle, tant de volume de pièces. Un petit peu plus maintenant de contrats pour les constructeurs qui proposent des contrats ou des extensions de garantie, ce genre de choses. Mais dans tous les cas de figure, c'est une relation extrêmement commerciale qui est très centrée sur les produits. Et puis, les temps changent, le monde évolue. On voit bien que aujourd'hui, proposer un équipement technique ou technologique ou industriel sans service, c'est une aberration. Oui. Donc, les constructeurs s'y sont mis pour la plupart, s'y mettent pour certains, à développer petit à petit un peu plus de services, un peu plus de prestations. Et dès qu'on commence à vouloir développer un peu plus de prestations, on se rend compte qu'il faut quand même un lien assez direct avec le client, avec les utilisateurs, avec ceux qui utilisent notre produit. Donc, ils cherchent à privilégier ce lien. Et ça met en balance le rôle réel d'un distributeur. Et donc, ça re-questionne cette question du rapport de force. C'est pour ça qu'on l'aborde aujourd'hui. La problématique du rapport de force, c'est que dans un rapport de force, il y a un perdant et un gagnant. Il ne peut pas y avoir de relation gagnant-gagnant dans le rapport de force. C'est juste pas possible. Et pourtant, je l'entends tous les jours. Tous les jours. J'entends des distributeurs ou des fabricants dire « Mais nous, avec notre réseau, on a une relation gagnant-gagnant. » Ouais, j'en suis pas convaincu. Pour qu'il y ait une relation gagnant-gagnant, il faut qu'il y ait coopération et j'y reviendrai. Donc la question qu'il y a derrière, c'est finalement quel est le rôle d'un distributeur ou d'un loueur aujourd'hui ? Quelle est sa posture ? Quelle est sa position sur le marché ? Si sa position, c'est d'être une boîte aux lettres, c'est-à-dire j'achète des équipements, je les revends à des clients en faisant un minimum de service, eh bien, je suis en danger, okay, parce que la valeur ajoutée est très faible. Et s'il n'y a pas de valeur ajoutée, le constructeur, à un moment ou à un autre, ira en direct, sous une forme ou sous une autre. Donc, cette posture-là n'a pas d'intérêt. En tout cas, si j'y suis, il faut en sortir très vite. Donc, la question, c'est comment je génère de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle est dans les services. On en parle beaucoup dans notre podcast, on dit bien souvent, la valeur ajoutée, elle est dans les services associés à nos équipements. Et qui dit service dit 3 composantes qui ne peuvent pas être délocalisées. La composante humaine, la relation humaine qui a été tissée avec un territoire, localement, avec des clients localement, et des personnes. Cette relation interpersonnelle, elle peut pas être délocalisée. Et elle se construit dans le temps. 2, il y a la question de la proximité. Le fait d'être pas loin. Pour pouvoir prodiguer du service avec le bon niveau de réactivité face à des urgences, il faut être à proximité, on n'a pas le choix. On ne peut pas intervenir de l'autre bout de la France ou de l'autre bout de l'Europe ou de l'autre bout du monde. Et troisièmement, il faut un peu de technologie. Okay, il faut de la donnée.
Cette donnée, elle vient souvent de la technologie, mais elle peut venir aussi des données qu'on collecte, diverses et variées d'informations sur un client, sur un parc machine, sur un contexte particulier. Donc, ce mix-là de ces trois éléments fait que le service va être assez unique. Et ça appartient au distributeur ou au loueur. Ça appartient à celui qui est sur le terrain, qui est présent sur le territoire et qui a créé plus ou moins bien ce lien. En général, c'est le cas. Très, très, très souvent, dans les distributeurs ou les concessions ou les loueurs que je rencontre, c'est le cas. Ils ont cette histoire. Ils ont construit ce niveau-là de relation. Souvent, ce qui leur manque, très souvent, c'est des formes plus contractualisées de service. C'est-à-dire le fait d'avoir, c'est souvent très verbal. C'est souvent des accords verbaux. Or, un client fidèle, je le rappelle, est un client sous contrat. Donc, comment, à un moment donné, on a positionner le service après-vente, les services associés au cœur de la concession, de notre réseau de distribution ou de notre réseau de location. Comment le service est au cœur du système. Et du coup, s'il est au cœur du système, comment on le pilote? Comment on fait en sorte qu'à un moment donné, il génère de la valeur? Et s'il génère de la valeur, donc on peut le monétiser, on peut derrière avoir de la facturation. C'est un peu théorique, hein, mais c'est un peu le modèle économique simple qu'il faut avoir. Une fois que ça c'est bien clair, à ce moment-là, je vais effectivement faire en sorte d'avoir des équipes compétentes qui ont les bons niveaux relationnels, qui ont tissé du lien. Je vais avoir le bon maillage, je vais essayer d'avoir la bonne répartition d'agences, de stations techniques ou de location sur un territoire donné. Et je vais faire en sorte que l'information se centralise et de récupérer un maximum de données des machines, des contextes des clients, des commerciaux, des techniciens. Tout ça, je remonte et j'ai de la connaissance. J'ai une base importante de connaissances sur mon territoire. Et bien ça donne une valeur à l'agence, distributeur, loueur, peu importe. Ça donne une valeur qui est très forte, très très forte. Vient là-dessus, Et donc, pourquoi ça a de la valeur? Parce que les constructeurs, tous autant qu'ils sont, vont aller de plus en plus vers des relations de service avec les utilisateurs. C'est obligatoire, c'est le sens de l'histoire. Ça va pas se faire autrement, quel que soit le marché. Je peux l'observer sur des dizaines et des dizaines de secteurs d'activité différents. Tout va dans la même direction. Tous les constructeurs vont chercher à développer de plus en plus de relations servicielles parce que c'est là que se trouvent les marges. Et c'est le seul moyen de sortir de cette concurrence bas prix. Okay? Pression sur les marges, bas prix, bas prix, bas prix. Si on veut en sortir, il faut développer du service. Et du service qui a de la valeur. Donc, si les concessions, si les agences ont fait ce travail-là, à partir du moment où le constructeur décide de développer plus de services, il ne pourra pas le faire sans les agences. Okay? Pourquoi? Parce qu'elles auront déjà fait une grande part du travail. Et donc, il va pouvoir les impliquer dans la construction des nouveaux contrats de service, etc. Et ça, c'est important d'avoir cette position-là parce que c'est cette position-là qui permet de sortir du rapport de force. Sinon, on y reste. Il m'impose de vendre des équipements, je vends des équipements et je dois faire des chiffres. Je dis pas que ça va totalement disparaître, c'est pas ce que je dis, mais on peut l'atténuer et on peut faire en sorte que ce ne soit pas que ça la relation. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais le rapport de force de base, on parle souvent du SAV pompier, ça c'est un peu le mal nécessaire du SAV, ça c'est le truc de base. Le rapport de force de base, lui c'est, on va dire, en l'occurrence, ce dont tu parles, c'est le constructeur qui dit, bah toi distributeur, faut que tu me vendes 150 machines par an de ce modèle-là. Si tu n'y arrives pas, tu prends un coup dans la tête. Si tu y arrives, tu auras 10% de remise l'an prochain. C'est ça ce rapport de force dans lequel en fait le distributeur, bah, s'il dit non, il fait quoi? Il va voir ailleurs, quoi. C'est de ça dont tu parles, par exemple? Oui, mais c'est la base. C'est la base du rapport de force entre un distributeur, une concession et un constructeur. Ça commence par là. D'accord. Et de plus en plus, alors évidemment, heureusement, les choses évoluent et de plus en plus, aussi bien côté constructeur que côté distributeur, on s'intéresse à la question du SAV, à la question du service, parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas vendre un équipement technique ou technologique sans service. C'est juste impossible. On sait bien qu'il va falloir le gérer. La question, et c'est toutes les questions qu'on a pu aborder jusque-là, c'est effectivement est-ce que je le fais sous l'angle du mal nécessaire ou sous l'angle du service et du succès client? C'est autre chose. Okay, là, c'est une stratégie d'entreprise. Mais le cheminement, pour sortir vraiment de ce rapport de force, donc en dehors de la position, là j'ai beaucoup parlé de la position, hein, comment on construit une position sur un territoire qui a de la valeur,
Le chemin pour aller vers autre chose que du rapport de force, c'est de tendre vers la coopération. Et pas la collaboration, la coopération. Collaborer, toutes les entreprises le font. Elles collaborent avec leurs constructeurs, elles collaborent avec leurs clients, avec des partenaires, avec des sous-traitants, etc. Donc, la coopération, elle nécessite 2 éléments clés qui font qu'on sort du rapport de force. La première, c'est d'avoir une visée commune, c'est d'avoir une vision commune, de vouloir aller au même endroit. Okay. Donc, je ne peux travailler avec un constructeur que si on vise le même type de développement, si on vise le même type de marché. Si on n'est pas en phase là-dessus, bah déjà, j'ai pas la bonne carte. Hein. On va pas au bon endroit. Ça va pas marcher. Donc, souvent, ça, c'est le plus facile. Mais c'est pas évident. Ça a souvent besoin d'être réinterrogé. Notamment quand j'ai une carte depuis longtemps. Est-ce qu'on a toujours la même visée? Est-ce qu'on veut toujours aller au même endroit? Souvent, il y a des déviations, des bifurcations qui fait qu'il y a des tensions internes. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est la plus difficile, c'est d'accepter de prendre en compte les contraintes de l'autre. Mais des 2 côtés. Enfin, de tous les côtés, de toutes les parties prenantes. Il ne peut y avoir coopération que si on prend en compte les contraintes de l'autre. Et on les prend sérieusement en compte. C'est pas juste, je t'ai entendu, j'en ai rien à faire. C'est, je t'ai entendu et on va essayer de travailler dessus pour que tes contraintes deviennent aussi mes contraintes. C'est ça, coopérer. Et c'est pour ça que c'est difficile. Parce que ça, on le fait pas facilement. Mais c'est le seul moyen pour moi de sortir du rapport de force. Sinon, on n'en sort pas. On ne rentre pas dans une vraie logique gagnant-gagnant. On reste en superficie de ça. Et donc, pour un concessionnaire ou un distributeur, prendre en compte les contraintes du fabricant, ça, en général, il lui les impose. Donc, ce côté-là, ça va assez vite. Mais, le constructeur n'est pas toujours très clair et très sincère ou authentique sur sa stratégie réelle, là où il veut réellement aller. Et on revient sur des questions de confiance qu'on a déjà abordées. Et inversement, le distributeur n'est pas toujours clair sur sa propre stratégie par rapport au constructeur. Et donc, si aucun des deux n'est réellement clair, c'est compliqué de tenir compte des contraintes de l'autre. Hein. Si on n'est pas clair, si on n'est pas authentique. Mais comme on a l'habitude d'avoir construit une relation de rapport de force, c'est compliqué de se faire confiance réellement. C'est super compliqué. Donc, il faut la construire, cette relation. Alors, ça dépend d'où je pars. Est-ce que je suis dans une relation avec mon constructeur qui est un peu tendue, qui est un peu... j'ai la main, moi constructeur, et toi tu fais ce que je dis. Donc là, le chemin va être compliqué. Ok. Il va falloir reposer complètement à plat la relation. Est-ce que le constructeur sera prêt à l'entendre ou pas? Ça va dépendre aussi de sa maturité. Pour la plupart des constructeurs que j'ai rencontrés, voire que j'ai accompagnés, en général, la maturité est là. Après, il y a un historique. Il y a des questions de relations personnelles. Il y a des questions de confiance qui ont été ébréchées par des mauvais comportements, des mauvaises réactions, des mauvaises façons de traiter des tensions. Okay. Donc ça, à un moment donné, il faut les poser à plat. Il faut se dire, ok, il y a ça et ça qui n'a pas fonctionné. On le pose. On cherche à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, quelles étaient les causes, et on traite les causes. On fait en sorte que ça ne se reproduise pas en traitant les causes. Mais il faut qu'il y ait de l'ouverture des 2 côtés. Il faut que chacun accepte sa part de responsabilité, parce que dans toutes les tensions, ça aussi, je crois que je l'ai déjà dit quelques fois, il y a toujours une co-responsabilité. Il y a toujours une part qui dépend de chacun. Ça n'existe pas une tension où il y a de la responsabilité que d'un côté. Ça n'existe pas. C'est le but de l'esprit. Je ne veux pas dire que la proportion est la même. Je dis pas qu'on est à 50-50. Okay. Parfois, c'est 90-10. Parfois, c'est même 3% et 97% de l'autre côté. Mais c'est jamais 0. Donc, à chacun déjà de prendre la part de responsabilité qui le concerne. Et il y en a toujours une part. Donc, c'est de bien clarifier ça. Il faut toujours avoir un historique clair si on veut construire une nouvelle relation. Si on n'a pas posé les choses à plat, c'est comme construire sur des fondations bancales. Hein. C'est pareil. À un moment donné, ça finit par s'effondrer. Donc, c'est de poser ça, d'avoir cette conversation-là. Une fois que ça s'est posé, on peut construire de nouvelles relations et on va reposer un cadre en disant, ben voilà, pour que moi, distributeur, j'arrive à développer ma stratégie de vente, ma stratégie de service, ma stratégie managériale, pour que j'arrive à faire ça, voilà les éléments dont j'ai besoin. Le constructeur va dire de son côté, moi, pour atteindre ma stratégie de développement, commerce, vente, management, position dans un pays, position sur une région, pour que j'arrive à faire ça, voilà mes contraintes. Et on discute. Et on accepte de partager nos contraintes. Donc, on accepte de se faire confiance. Okay, parce que s'il n'y a pas de confiance préétablie, c'est pour ça que je parlais d'historique et de clarifier l'historique, parce que si la base de la confiance n'existe pas, on ne peut pas développer une relation de coopération. Et une fois qu'on a fait ça, on n'est qu'au début. On est en train de démarrer quelque chose. La coopération, pour qu'elle fonctionne, il va falloir
l'entretenir et il va falloir l'évaluer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout définir à l'avance. C'est juste impossible, c'est une vue de l'esprit. La réalité sera toujours différente. Donc, il va falloir qu'on se mette d'accord sur quelques moments où on va se voir, et c'est pas une fois par an, hein. On va se voir une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, ça va dépendre du contexte, pour non pas se dire ce que je fais bien, ce que je fais pas bien, mais se dire est-ce qu'on est en phase toujours avec les objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce que ce qu'on produit dans les faits, de nos deux côtés, dans nos mécanismes de fonctionnement réels, est-ce que ce qu'on produit, ça va bien dans la direction qu'on s'est fixé ensemble ou pas? Et non pas, je vais te taper sur les doigts, je suis le constructeur, tu fais ce que je te dis, on revient dans le rapport de force, mais bien de dire, ok, on cherche à comprendre pourquoi, quelles sont les causes, on traite les causes, et on continue d'avancer. Et on aura d'autres moments où on continuera d'évaluer régulièrement ce qu'on fait. Avec, pour certaines choses qui sont mesurables, des indicateurs, pour d'autres choses qui ne sont pas mesurables, on va se définir ensemble comment on évalue. Qu'est-ce qui nous fera dire qu'on va bien dans la bonne direction? Et on le pose, et on le vérifie. Et on continue comme ça en apprenant, en faisant. Tout. Et ça demande des efforts, ça demande de l'énergie, ça demande d'y consacrer du temps. L'intérêt de faire tout ça, en chemin, on est beaucoup plus productif. On produit beaucoup plus de valeur pour les clients, donc, mécaniquement, on se développe tous mieux. Et c'est mécanique. Mais il faut accepter de rentrer dans ce type-là de trajectoire. Parce que c'est une trajectoire. Ça a un début, mais ça n'a pas de fin. Ça me paraît... Alors, c'est plein de bon sens, mais il y a les 2 dernières années, là, tu vois, en France, il y a eu beaucoup de mouvements de concessionnaires de matériel agricole qui ont changé de marque. Ouais. Et j'allais dire, je pense, dans 95%, c'est les constructeurs qui ont vraiment rebattu leurs cartes sur un modèle du leader qui est John Deere, qui veut avoir, je sais pas s'ils ont un objectif, mais en gros, le moins possible de concessionnaires, très peu de concessionnaires sur le marché français. Et en fait, tous les autres suivent un peu la même stratégie. Et donc, on a vu des zones, moi je me rappelle, j'ai été chez un agriculteur et le mec me dit, bah voilà, un tel, ils se sont vus retirer la carte. Alors lui, il a l'impression que c'est du jour au lendemain, mais on sait très bien que ça se fait pas comme ça quand même. Il y a des contrats, il y a des discussions. Mais en tout cas, lui, il se retrouvait avec sa marque dont il était client à plus de 2 heures de chez lui. Donc dans l'immédiat, après, peut-être qu'ils vont remettre une base. Mais dans tout ça, la sensation qu'on a, c'est que quand même, le rapport de force dans ce secteur-là, il est carrément sur le constructeur. On a l'impression qu'il a un peu le droit de vie ou de mort sur le distributeur. Vrai ou faux? C'est en partie vrai. C'est-à-dire que tous les constructeurs ne se valent pas. Je vais pas commenter telle ou telle marque parce que ce sont des stratégies et il y a pas de bons et de mauvais fabricants, de bons ou de mauvais distributeurs, de bons ou de mauvais loueurs. Il y a des stratégies, elles rencontrent le marché ou elles rencontrent pas le marché. Elles sont dans l'air du temps, elles s'adaptent au contexte ou elles ne s'adaptent pas au contexte du monde. Donc quand on est un constructeur multinational présent sur tout un tas de pays dans le monde, effectivement, la stratégie ne va pas être la même qu'un constructeur qui n'est présent que sur un pays, 2 pays, 3 pays. C'est pas du tout la même stratégie, c'est pas les mêmes comportements. Donc, il y a d'où on part qui va jouer. Si un constructeur qui est très présent dans le monde, les très gros qui sont des multinationales, forcément leur stratégie est différente et en général, ils veulent avoir le lien direct avec le client final. Je l'ai dit plusieurs fois. Les constructeurs vont toujours vouloir, de plus en plus, avoir le lien direct avec le client final. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 raisons principales. La première, c'est que pour vendre du service, il faut ce lien client direct, sous une forme ou sous une autre. Et 2, parce que la marge est là, hein, on parle de marge derrière, c'est pas juste pour rien. Et 2, ce sont des stratégies globales. C'est d'avoir une stratégie qui couvre une région. Et pour une multinationale, l'Europe, c'est une région. Okay. C'est une région du monde. Donc, ils essaient d'avoir des stratégies lissées, on va dire, qui sont les mêmes partout. C'est très compliqué d'avoir des stratégies très différenciées d'une région à une autre, d'un pays à un autre, etc. Donc c'est OK. C'est des choix. Ce qui est important, quand on est distributeur ou concessionnaire ou loueur, c'est OK, quelles sont les marques que j'ai dans mon portefeuille et est-ce que ce sont des multinationales, est-ce que ce sont des petits fabricants, des fabricants nationaux, des fabricants régionaux à l'échelle européenne ou venant d'une certaine partie du monde, etc. Donc, c'est d'avoir une lecture claire de ce portfolio, d'avoir une lecture claire de la stratégie de chacun
comment ils ont tendance à se développer, vers quoi ils ont tendance à aller, et où est-ce que j'ai de la valeur. Parce que, de toute façon, la seule chose qui importe, c'est où j'ai de la valeur. Où j'ai de la valeur côté pour mes clients et où j'ai de la valeur pour mes constructeurs. Parce que c'est ça qui va peser dans le rapport de force. Donc, les très grandes multinationales, ok, elles ont leur stratégie et ce sont des rouleaux compresseurs. Et une petite concession, elle peut rien face à ça. Elle ne peut que dire sa position, dire pourquoi elle est là, montrer en quoi elle a de la valeur, et après il y a des choix qui sont faits. Pour tous les autres cas de figure, où ce ne sont pas forcément des multinationales, mais quand même des constructeurs importants, significatifs, dans ces cas-là, là on peut construire des logiques de coopération. Avec une multinationale aussi c'est possible, mais il faut que la multinationale le veuille. Okay, si elle ne le veut pas, c'est résolu. Un constructeur plus petit, on peut discuter un peu plus. Okay, on peut avoir un peu plus d'arguments pour expliquer pourquoi une logique de coopération pourrait être plus efficace. On peut aussi me faire intervenir Service Essence, comme pour essayer d'expliquer au codir en quoi la question de coopération peut vraiment être rentable, peut avoir un impact significatif sur le modèle économique et sur le modèle financier. Et donc, dans le cas où j'ai envie, je prends conscience et où c'est dans ma façon d'être en tant que distributeur ou concessionnaire de développer des coopérations, je peux construire une stratégie d'approche, de discussion avec chacun de mes constructeurs pour dire voilà le cadre dans lequel je veux travailler. Donc il faut l'avoir travaillé en amont, mais voilà le cadre dans lequel je veux travailler et comment on se règle là-dessus. Et certains vont dire oui, d'autres non. Certains vont être ouverts à la question, d'autres pas. Ce qui est important, c'est de tendre vers, c'est-à-dire de s'engager dans des trajectoires de coopération avec ceux qui veulent bien. Et c'est déjà un bon point. C'est déjà une bonne façon de dire, parce qu'au moins avec eux, la relation risque d'être vraiment durable. Et parce que on va comprendre de plus en plus en avançant les uns les autres qu'on génère de la valeur, qu'on a de la valeur l'un pour l'autre. Et il faut faire déjà avec ceux qui veulent. Ouais, c'est le conseil que je donne. Commencez par ceux qui veulent, plutôt que d'aller se taper la tête contre des personnes qui résistent. Si personne ne veut dans votre environnement, posez-vous des questions. Vous êtes en danger. À moyen terme, vous êtes en danger parce que votre valeur n'est pas repérée, n'est pas révélée suffisamment, pas à la bonne hauteur. Et à un moment donné, on vous effacera de la carte. Donc, il y a un vrai sujet. Après, il y a plein de stratégies à interroger autour de ça pour modifier ça. Bon, ce serait un peu trop long de rentrer là-dedans. Mais en tout cas, la question, il faut se la poser. Elle est vraiment importante. Un monde où on ne coopère pas, d'un point de vue économique, est un monde où on est en danger. Parce que, d'un point de vue résultat, d'un point de vue rentabilité, ça va être de plus en plus difficile. D'un point de vue contrainte réglementaire, environnementale, RSE, décarbonation, économie d'énergie, ça va être de plus en plus compliqué de les intégrer. Parce que derrière ces questions environnementales, sociétales, il y a la question des externalités, c'est-à-dire des effets qu'on produit qu'on n'a pas désirés. Il y en a des positifs, il y en a des négatifs. De plus en plus, on va être amené à regarder ces questions-là, les effets qu'on produit, sur toutes les parties prenantes. Okay, sur tout l'écosystème dans lequel on travaille, on produit des effets. Et cet écosystème produit des effets sur nous. De plus en plus, la réglementation va nous pousser à en tenir compte, devoir les intégrer. Et tout ça, ça a des coûts. Okay, donc, si j'anticipe pas, je vais subir. Si je subis, je suis dans une logique mal nécessaire. Okay, donc, la rentabilité va être compliquée à trouver. Donc, il faut l'anticiper. Les mécanismes de coopération permettent d'anticiper ça. Et puis, troisièmement, il y a la stratégie liée aux personnes, c'est-à-dire à la capacité à recruter, à la capacité à faire vivre un territoire. Ça passe aussi par la coopération, par des logiques de coopération où je vais devoir coopérer avec des écoles, je vais devoir coopérer avec des institutions et tout un tas de parties prenantes qui ont un impact là-dessus. Si je les ai pas clairement identifiées, si je ne sais pas ce qu'elles attendent, si je connais pas leurs contraintes, comment je peux leur proposer quelque chose qui a de la valeur? Logique. Ce que je dirais en conclusion de l'épisode, c'est que si tu restes dans le rapport de force qui t'a imposé, c'est que tu contrôles pas ton destin, en fait. Si tu contrôles pas ton destin, on dit toujours, faut se concentrer sur ce qu'on contrôle. Pour le coup, si t'as pas ton destin en main, un jour ou l'autre, ça va te tomber dessus et tu te retrouves, entre guillemets, à poil. Désolé pour le mot, mais c'est un peu ça. C'est le danger. C'est le danger de tous les rapports de force. Okay, c'est la loi du plus fort, et donc si je ne suis pas le plus fort, je suis fortement celui qui subit, et donc ce sera
pas durable, je suis à la merci de quelqu'un d'autre. Et quand on est chef d'entreprise, quand on est dans des comités de direction, quand on est manager, on peut pas se permettre d'être dans les mains de quelqu'un d'autre. En tout cas, partiellement, oui, mais pas à 100%, c'est beaucoup trop dangereux. Donc, mais ça, les chefs d'entreprise le savent très bien en général, et ils se sont posés des questions autour de ça. Simplement, ce que je voulais souligner surtout dans cet épisode, c'est que on pense à beaucoup de stratégies pour sortir du rapport de force. On pense à à la diversification, avoir un portefeuille le plus diversifié possible, sur des secteurs d'activité relativement diversifiés, avec tout un tas de commettants, de constructeurs différents, de tailles différentes, de provenances différentes. Tout ça, c'est très bien. C'est des bonnes stratégies, et ça construit des formes de résilience. Mais la formule la plus robuste et la plus résiliente, c'est la coopération territoriale. C'est le fait d'avoir des logiques réellement de coopération avec tous les éléments que j'ai présentés aujourd'hui dans toutes mes relations avec mes constructeurs, mes sous-traitants, mes fournisseurs divers et variés, les institutions autour de moi et tout autre élément, enfin toute autre structure qui sur mon territoire a un rôle à jouer dans ce que je fais. Si on développe ce maillage-là coopératif territorial, on devient extrêmement résilient, extrêmement robuste à la conjoncture. Quand elle vire, quand elle tourne mal, eh bien on est vachement plus solide. Je n'ai rien à rajouter. Bravo pour la conclusion. Merci de votre attention. Merci à tous. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et puis, encore une fois, une dernière question, on avait dit, pour vous, c'est qu'est-ce que vous en pensez justement de la coopération ? Est-ce que vous préférez vous rester dans le rapport de force parce que celui qui a le pouvoir, il vous rend quand même plein de services et puis ça marche pas trop mal ? Ou alors... c'est plutôt la coopération sur laquelle il faut tendre. Donnez-nous votre avis. Et partagez si vous avez déjà fait des tentatives, ça nous intéresse beaucoup. Allez, bonne semaine à vous. Bonne semaine à tous. C'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sache que c'est Laurent Bella avec sa société Service Essence qui propulse ce podcast. Service Essence propose des services pour améliorer ton SAV, des formations, du consulting et tout un tas d'outils qui pourront te faire passer un cap avec ton entreprise. À bientôt!